Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer. Bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette émission thématique autour de la question du référendum et de son utilité pour faire en sorte que la société civile s'exprime et pour faire en sorte que la société politique soit débloquée. C'est donc autour de ce thème que j'ai réuni Jean-Louis Bourlange, ancien président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale et essayiste, et puis invité également avec Jean-Louis Bourlange deux intervenants que vous avez eu déjà l'occasion d'entendre dans notre émission, Raphaël Dohan, haut fonctionnaire et essayiste, autour de qui nous avions discuté de l'intelligence artificielle à partir de son livre « Si Rome n'avait pas chuté », livre non seulement informé mais aussi illustré, et puis Antoine Fouché, que nous avons reçu plus récemment autour de son livre aussi, Sortir du travail qui ne paie plus. Antoine Fouché, qui est par ailleurs conseil en relations sociales. Et puis enfin, bien sûr, comment parler de référendum sans avoir un helvète qui est notre camarade depuis presque le début de cette émission, Richard Verly. C'est donc du référendum que nous allons parler, et je partirai du fait que lors de son allocution à l'occasion de ses vœux de fin d'année, le président de la République a émis l'idée de recourir à un ou des référendums à propos de certains sujets déterminants. Il s'inscrivait ainsi dans la lignée de ses déclarations précédentes, puisqu'il avait déjà proposé de recourir à cet outil au moment de la crise des Gilets jaunes. L'annonce d'un potentiel recours au peuple par ce biais a suscité de nombreux commentaires, à gauche comme à droite. Le Rassemblement national défend de longue date la tenue d'un référendum sur les questions migratoires, tandis qu'une partie de la gauche souhaite que ce soit la réforme des retraites qui fasse l'objet d'une consultation. Le président insoumis de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, Éric Coquerel, a quant à lui suggéré que soit organisé un référendum révocatoire qui mettrait en jeu le mandat du président de la République. Historiquement, la question du référendum est indissociable de la figure du général de Gaulle, dont la pratique régulière des consultations populaires s'est terminée par sa démission après l'échec de son projet de réforme régionale et du Sénat. Cette défaite, combinée au rejet en 2005 du projet de constitution européenne, ont contribué à raréfier la pratique du référendum, dont la perception a également été modifiée. Instrument permettant de dénouer les conflits pour les uns, il est présenté par les autres comme l'outil populiste par excellence, puisqu'il a pour fonction de faire appel directement au peuple dont la volonté serait supposément mal comprise par les élites. Ses détracteurs attaquent en outre son manichéisme et la personnalisation du pouvoir qu'il entraîne, un référendum sur une question se trouvant bien souvent assimilé à un plébiscite pour ou contre celui qui l'a proposé. Dans le climat politique français actuel, la question du gouvernement par référendum se pose avec d'autant plus d'acuité qu'Emmanuel Macron ne dispose pas de la majorité absolue à l'Assemblée. Proposer des référendums lui permettrait alors de faire passer des textes sans passer par la représentation nationale. De l'autre côté, une défaite l'exposerait à l'intensification des appels à sa démission, approfondissant un peu plus la crise politique ouverte par la dissolution de juin dernier. Cette proposition est donc loin de faire l'unanimité au sein même de la majorité présidentielle. Dans un entretien publié en 2017 dans la revue Esprit, le philosophe Bernard Manin diagnostiquait le passage d'une démocratie de parti à une démocratie du public, dans laquelle les différents segments de la population ne se reconnaissent plus durablement dans les partis, mais peuvent se regrouper momentanément pour produire le succès ou l'échec de l'un d'entre eux. En creux, le référendum apparaît comme un moyen d'outrepasser ces divisions en forçant une adhésion claire. Subsiste cependant le risque d'une alliance des contraires qui ferait échouer les projets présidentiels. Il me semble qu'il est raisonnable, juste, de donner d'abord la parole à celui qui est un praticien de la votation, ce qui est le référendum vu par les Suisses. Richard Verly. Peut-être d'abord, Philippe, un rappel
pour nos auditeurs de ce qu'est la pratique du référendum en Suisse et ce qu'est plutôt la pratique de la démocratie directe, parce qu'elle n'est pas du tout comparable à ce que pourrait être un référendum en France s'il était plus régulièrement utilisé, et elle l'est encore moins à ce qu'a été le référendum dans le passé en France. D'abord, il faut savoir que la démocratie directe en Suisse n'est pas le seul pilier, fort heureusement, de fonctionnement du pays, de son système politique. La Suisse s'appuie sur 3 pieds. Vous avez d'une part un régime parlementaire classique, avec un parlement composé d'une chambre haute et d'une chambre basse, qui délibère, qui contrôle le gouvernement, qui prend des initiatives telles qu'on le connaît dans d'autres pays parlementaires. Ensuite, vous avez le Conseil fédéral, dans un pays fédéral, rappelons-le, qui est un gouvernement de 7 ministres et qui émane des principaux partis représentés au Parlement, avec une spécificité suisse qui est celle de la concordance. C'est important, puisque les 4 principaux partis représentés au Parlement ont chacun des ministres, 2 ministres pour les 3 principaux, 1 ministre pour le 4e, ce qui veut dire que depuis une trentaine d'années, ce qu'on appellerait en France l'extrême droite, la droite nationale populiste, l'UDC, siège au sein du gouvernement avec les socialistes, les centristes et la droite traditionnelle. Et il y a la démocratie directe, c'est-à-dire le recours au peuple qu'on continue en Suisse d'appeler le souverain. Et le souverain s'exprime par votation 4 fois dans l'année, et ce sont des votations qui vont du haut en bas, ou plutôt du bas en haut, c'est-à-dire vous partez de décisions communales, donc on vous soumet l'approbation de décisions qui ont à voir avec l'endroit où vous vivez, ensuite cantonales, le canton dans lequel vous habitez, et ensuite fédérale, et ces votes fédéraux peuvent être de 2 natures, soit ce sont des initiatives, c'est-à-dire qui émanent de la population suite à une collecte de signatures, soit parce que il y a parce que le Parlement l'a demandé suite à une objection ou un problème rencontré par rapport à une décision prise par le gouvernement. Et là, c'est très important. C'est que la démocratie directe en Suisse, elle fonctionne à la fois. Elle procède du peuple, qui peut proposer un sujet aussi controversé soit-il. Le plus controversé, sans doute, récemment, a été, en 2009, la proposition d'interdire les minarets dans les mosquées, proposition qui a été votée, et depuis, l'interdiction de construire des minarets, non pas de construire des mosquées, mais des minarets, figure dans la Constitution. Ça, c'est l'initiative populaire, puisque ça résultait d'une campagne référendaire, mais ça peut être aussi la confirmation ou abrogation d'un traité international. Typiquement, en ce moment, la Suisse vient de signer, il y a quelques jours, un projet d'accord bilatéral avec l'Union européenne, sujet ô combien explosif dans une confédération helvétique qui n'est pas membre de l'UE. Ce projet d'accord, qui est complètement ficelé, cadré, eh bien, sera soumis à référendum, parce que il est un traité international qui engage la responsabilité de la Suisse, et donc le peuple va devoir s'exprimer. Pourquoi j'apporte ces précisions ? C'est parce que de 2 choses importantes à comprendre. D'abord parce que là, il y a une simultanéité de l'expression populaire. Autrement dit, la campagne n'est pas uniquement sur un sujet national, il y a 4, 5, 6 sujets qui vous sont soumis comme électeurs, ce qui veut dire que l'attention est diffuse, elle est plus diffuse. Bien évidemment, les sujets nationaux sont les plus médiatisés, mais pas seulement. L'électeur va aussi pour discuter, j'allais dire, de ce qui se passe dans son arrière-cour, pas seulement pour discuter de ce qui se passe au niveau de la Confédération. Et enfin, 2e élément qu'il faut bien comprendre, c'est que la pratique du référendum suppose que, une fois que le peuple s'est prononcé, le résultat est accepté, mais il n'entraîne pas la démission des membres du gouvernement. Y compris, donc je termine juste là-dessus, pardon de cet exposé pédagogique, je vais prendre l'exemple de ce référendum qui fut très controversé sur la construction des minarets. Le gouvernement y était opposé, et d'ailleurs le gouvernement fait toujours connaître sa position sur les sujets fédéraux. Le gouvernement y était opposé. Le gouvernement a donc été désavoué par le peuple,
Mais le gouvernement est resté en place et personne n'a demandé la démission des 7 ministres ou de un parmi les 7 ministres qui s'étaient opposés à ce projet d'interdiction des minarets. C'est très important parce que ça veut dire que les Suisses, par une longue pratique du référendum, ont compris que la conduite des affaires publiques, par des personnes qui procèdent du Parlement, doit être dissociée de la décision finale populaire. Et enfin, dernière chose, qui en France peut-être ferait du bien parce que c'est une demande récurrente, le peuple peut contredire le gouvernement. Le peuple peut contredire le gouvernement, y compris sur des sujets qui ne sont pas idéologiques. Enfin, tous les sujets peuvent l'être, mais je prendrai un exemple. La Suisse avait acheté des avions suédois, il y a quelques années, des avions de chasse. Le peuple a dit non. Ces avions ne nous conviennent pas, ils coûtent beaucoup trop cher par rapport à ce qu'ils sont. Ça a été refusé. Deuxième étape, le gouvernement très habile, la fois suivante, n'a pas fait voter l'achat d'avions, mais l'achat d'une enveloppe. Il a demandé au peuple, êtes-vous d'accord pour consacrer tant de milliards à l'achat d'avions militaires? C'est ce qui a été fait, ce qui a été approuvé. Au final, on a acheté des avions américains. Je vous laisse débattre et penser ce que vous voulez de ce que ça signifie de la neutralité suisse. Alors, merci de ce rappel, de ce rappel pédagogique. Raphaël Dahan, vous avez, publié un article sur une utilité possible du référendum, particulièrement dans la période que nous traversons, qui est celle donc d'une société politique quelque peu bloquée. Oui, j'avais effectivement écrit cette tribune, je crois, entre les 2 tours des élections législatives de 2024, parce qu'en réalité, pour moi, c'est un sujet qui me préoccupe depuis longtemps, et d'abord pour des raisons étymologiques, en réalité. La démocratie, j'ai toujours du mal avec la définition contemporaine, voire moderne du terme, puisque, à mon sens, il s'agit simplement du pouvoir du peuple, et que dans la philosophie classique, mais encore d'ailleurs jusqu'aux penseurs des Lumières, la démocratie ne concerne que les régimes où le peuple vote directement les lois, pour faire simple, et s'exprime, gouverne, exerce effectivement le pouvoir. Et on est aujourd'hui, on a un peu dérivé du sens de la démocratie pour en faire quelque chose qui est quasiment le contraire, ou en tout cas, un Athénien de l'Antiquité, voyant la façon dont fonctionne la politique française, aurait du mal à juger qu'il s'agit d'une démocratie et décrirait cela comme une oligarchie ou comme une aristocratie, ce qui pour lui ne serait pas forcément d'ailleurs péjoratif parmi ces différents termes. Et beaucoup de philosophes antiques sont d'ailleurs plutôt hostiles à la démocratie. Mais si on parle de démocratie, il me semble qu'on ne peut pas exclure le fait que ce soit d'abord le pouvoir du peuple. Et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, d'ailleurs, rappelle que le peuple concourt personnellement ou par l'intermédiaire de ses représentants à la formation de la loi. Donc, en fait, les représentants sont, même dans la Déclaration des droits de l'homme, un deuxième mode d'expression, de formation de la loi, le premier étant en principe, très théoriquement, réservé aux citoyens. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, comme justement la représentation nationale est bloquée par cette tripartition, qui ne me paraît pas être un accident de cette élection à cause de la dissolution, mais en fait refléter une tendance d'assez long terme de la politique française, et qu'il sera donc de plus en plus difficile d'avoir des majorités à dégager sur des textes et des enjeux importants, la possibilité pour le président de recourir à une consultation directe des Français, notamment sur des sujets où on sait à peu près qu'il y a des majorités qui se dégagent dans l'opinion chez les Français, me paraît plutôt une bonne solution. Il y a un inconvénient majeur qui est que le champ de l'article 11 aujourd'hui est assez réduit et donc forcément certains sujets ne peuvent pas y être soumis, ce qui est beaucoup moins le cas en Suisse. D'ailleurs, ce serait intéressant, je connais moins bien le système suisse, mais de voir quels sont les sujets, la nature des sujets qui peuvent être soumis à référendum. Mais donc pour moi, il y a à la fois une conception, disons, philosophique de la démocratie et aussi un avantage conjoncturel au fait qu'aujourd'hui, le reste des institutions me paraît bloqué pour avancer sur de véritables sujets importants. Et donc, comment pensez-vous que l'utilisation du référendum... La manière dont s'y prend, évidemment, le risque, c'est que le général de Gaulle a eu un rôle, je pense, assez ambigu dans l'usage du référendum en France, puisque d'un côté, il est celui qui l'a le plus utilisé, en tout cas à l'époque, toute l'histoire, je pense. Et donc, je pense qu'il avait l'idée que ses successeurs continueraient de s'en servir fréquemment, et ça lui a permis de trancher justement des questions difficiles, notamment pendant la guerre d'Algérie ou pour l'élection du président de la République au suffrage universel. Mais il a eu aussi une pratique, et là je rejoins ce qui a été dit auparavant sur la Suisse, qui a consisté à dire à peu près à chaque fois si je suis désavoué, je m'en irai. Ce qui est certes très digne et très louable d'un point de vue personnel, mais
qui forcément n'incite pas ses successeurs, qui n'ont pas toujours le même courage politique, à employer le référendum, puisque c'est devenu une arme qui est aussi une forme de menace de suicide pour le président de la République qui l'utilise. Il me semble qu'effectivement, on devrait commencer à instaurer des précédents où on consulte le peuple sur plusieurs questions, et je suis tout à fait d'accord avec le fait que poser plusieurs questions à la fois serait de nature à recentrer le débat sur les questions elles-mêmes et non sur les questions de personne et pas sur la personne qui pose la question. Et qu'ensuite, il ne s'agirait pas de désavouer le président et de le forcer à la démission. Il faudrait que ce soit très clair dans l'organisation du débat. Donc ça trancherait avec la manière dont on a pratiqué le référendum jusqu'ici. Là aussi, il y a des difficultés matérielles, c'est que on pourrait sans doute aujourd'hui, dans l'état actuel du droit, organiser un maximum de 3 questions, enfin un référendum sur 3 scrutins différents en même temps, ce qui serait un peu lourd. Donc je serais assez partisan de revoir le droit électoral à l'avenir sur cette question-là pour pouvoir faire ce qui se fait à la fois en Suisse, mais aussi aux États-Unis régulièrement, plusieurs questions à la fois. Et donc, du point de vue du président de la République actuel, identifier plusieurs questions à la fois importantes et aussi idéologiquement distinctes permettrait d'éviter le caractère plébiscitaire de ou anti-plébiscitaire de cette consultation. Alors avant de laisser selon notre habitude la conversation se développer librement après l'intervention de Joly Bourlanges, Alain Fouché, vous dans votre livre que je rappelais tout à l'heure, vous considérez qu'il y a une utilisation du référendum qui pourrait débloquer un certain nombre de questions sociales. Oui, je voudrais compléter très rapidement, apporter 2 arguments de plus au moulin de Raphaël Daumont sur l'utilisation du référendum. Le premier argument, 2 arguments historiques. Premier argument, il me semble que le référendum est consubstantiel de la Ve République et qu'on ne peut pas prendre la Ve République sans prendre le référendum. La Ve République, c'est une banalité de le dire, c'est un compromis entre la monarchie et la République, entre la Révolution et l'Ancien Régime. Et ça permet à la figure... Une synthèse. Vous avez raison, une synthèse, c'est plus joli qu'un compromis. C'était la Restauration. Mais cette synthèse, elle permet au président de la République, selon la doxa gaulliste, mais qui me semble-t-il se vérifie, et c'est vérifié avec l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, au président de la République d'avoir une légitimité au-dessus des partis. Et donc il me semble qu'il y a quelque chose d'incohérent à accepter l'élection du président de la République au suffrage universel en lui donnant cette légitimité qui vient directement du peuple et à lui refuser ensuite les moyens de gouverner et de passer des réformes en appelant directement au peuple pour exactement la même raison, qui est qu'il faut parfois passer au-dessus des partis. Donc si on accepte cette logique institutionnelle de considérer que parfois l'intérêt général consiste à passer au-dessus des partis pour élire le président, alors il me semble, par cohérence, qu'il faut accepter que le président recourt au référendum exactement pour la même raison, qui est de passer au-dessus des partis dans l'intérêt général de la France. Ça, c'est le premier argument. Le deuxième argument, il est que, historiquement, me semble-t-il, les préjugés ou alors les a priori négatifs sur le référendum sont démentis par l'expérience historique. Depuis 1958, il y a eu 10 référendums. Le gouvernement en place en a gagné 8. Donc, il me semble que c'est difficile, au regard de cette expérience-là, de dire que le peuple vote avec les pieds ou ne répond pas à la question, ou que le référendum, c'est une coalition d'opposition, ou que le référendum est une loterie. Non. Si c'était le cas, on serait au mieux à 5 sur 10 en termes de gain, de victoire pour le gouvernement, mais pas à 8 sur 10. À 8 sur 10, je pense qu'on a tendance à regarder l'histoire avec le traumatisme de 2005, mais que dès qu'on prend un peu de recul historique, c'est pas le cas. Idem sur la technicité. Est-ce que le traité de Maastricht, est-ce que la constitution de la Ve République étaient des textes particulièrement faciles à comprendre par rapport à des questions qu'on pourrait poser aujourd'hui, par exemple, en matière de travail. Et donc, je viens pour répondre à votre question, Philippe. La question du travail, me semble-t-il, c'est typiquement le type de questions qui font l'objet d'un blocage aujourd'hui et qui pourraient être surmontées grâce au référendum. Pour une raison très simple, c'est que, je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Raphaël Daumont, on est dans une tripartition qui est structurelle, donc il faut des réponses structurelles. Et cette tripartition, elle empêche de faire advenir des coalitions d'intérêt général parce qu'en un sens, elle déresponsabilise les citoyens et elle permet à chaque parti ou chaque tiers de la représentation de se défausser sur les autres et quand même d'épouser le yaka faucon en flattant les électeurs dans le sens du poil.
un référendum, ça mettrait, par exemple sur le travail, ça mettrait les Français face à leurs responsabilités. Et juste encore en 30 secondes, le travail qui paye plus, parce que c'est ce que j'ai essayé de démontrer en essayant de montrer statistiques de l'INSEE à l'appui, que c'est pas quelque chose de populiste, démagogique ou excessif de dire ça, c'est un choix national français. Ce sont les choix collectifs que nous, Français, via nos représentants, certes, mais que nous, Français, avons fait depuis 40 ans. Et donc, si on veut en sortir, il faut faire un autre choix de société et étant donné le caractère massif des réorientations que cela nécessiterait, c'est légitime et juste d'en appeler directement à la population. Et puis, dernier argument, encore une fois, la mise en responsabilité. Si on veut sortir du travail qui ne paye plus, il faut soit changer de modèle social, soit faire financer notre modèle social par d'autres types de contributions que le travail. Donc, ça a des inconvénients. Et donc, face à cette question-là, ça obligerait les personnes, nous, Français, à prendre nos responsabilités et à choisir entre deux inconvénients, alors qu'à déléguer notre pouvoir législatif au Parlement, ça nous permet de rester dans le confort de Yaka Faucon, ils n'ont pas trouvé la solution. Si un référendum, ça oblige à choisir la réalité de la politique, c'est-à-dire choisir entre deux mauvaises solutions ou deux solutions qui ont chacune leurs inconvénients. Encore faut-il peut-être, avant de passer la parole à Jean-Louis, préciser quelle serait la question d'un référendum sur le travail. Alors, la question sur le référendum sur le travail, ce serait quelque chose comme voulons-nous refonder notre société sur le travail et quel serait le projet de loi qui serait soumis, parce que derrière c'est un projet de loi, l'article 11 parle d'un projet de loi, ça serait un projet de loi qui transférerait 100 milliards d'euros, alors je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais 100 milliards d'euros de cotisations salariales vers la taxation des dividendes, alors séparé en quatre, la taxation des dividendes, une partie des héritiers les plus chanceux, une partie des retraités et la TVA. Et ça, me semble-t-il, ça permettrait aussi de coincer les extrêmes. Parce que c'est facile de dire « le travail ne paye plus, nous avons la solution ». Mais si on avait un référendum en disant « voilà, il y a une solution qui existe ». Mais cette solution, elle a des inconvénients. Ça veut dire que si on fait moins payer les travailleurs, c'est qu'on ne change pas de modèle social, il va falloir faire payer un peu les autres. Si vous ne voulez pas faire ça, vous ne pouvez pas dire que vous voulez sortir du travail qui ne paye plus, ou alors les masques tombent et on voit bien que les extrêmes n'ont absolument aucune solution pour faire en sorte que dans les années qui viennent, le travail paye davantage. Et me semble-t-il, évidemment, il y a quelque chose de technique dans un transfert de cotisation, mode de financement de la sécurité sociale, mais ça, à la fin, la question très simple et très politique au sens noble du terme, consisterait à demander si on veut refonder notre contrat social sur le travail et si on veut que le travail paye plus, tout simplement. Jean-Louis Bourlanges. Oui, moi je suis extrêmement réservé sur toutes ces idées de référendum. D'abord, je ferai une remarque générale par rapport à l'excellente analyse de Richard sur le modèle helvétique. Je pense, alors là je suis dans la logique de Montesquieu, je pense que ça dépend vraiment du climat, du pays, de la culture. Puisqu'on a cité le général de Gaulle, je crois me rappeler que le général de Gaulle concluait son discours de présentation de la Constitution de la Ve République le 4 septembre 1958 en disant quelque chose, je cite de mémoire, « Les anciens demandaient au sage Solon quelle est la meilleure Constitution ?» et celui-ci répondait « Dites-moi pour quel temps et pour quel pays ?» Et j'aurais tendance à dire comme le général de Gaulle, et je le dis d'autant plus que j'ai une admiration très grande pour le modèle économique, social et politique helvétique, tel qu'il a été d'ailleurs présenté par Richard, avec ce mélange de pouvoir parlementaire, d'aptitude à un gouvernement qui cherche en permanence le compromis à travers ce Conseil fédéral et des votations qui sont très démultipliées. Mais je pense que c'est un pays qui peut se permettre cela et qui a un très très haut niveau de responsabilité. C'est quand même un pays qui a voté le refus d'un sixième semaine d'abaissement de l'âge de la retraite. Donc c'est quand même quelque chose. Le refus d'un salaire minimum. Le refus d'un salaire minimum, oui. Donc ça, c'est des choses. Bon, et en revanche, je dois dire qu'il y a quand même eu des moments assez délicats. Le minaret,
tout le monde s'en fout. Enfin, je veux dire, on est pour ou contre le minaret. Mais un gouvernement n'est pas mis en cause parce qu'on a des mosquées sans minaret. Il y a des gens qui ne sont pas contents parce qu'ils veulent un minaret, des gens qui sont contents parce qu'ils ne veulent pas le minaret. Point final. Mais il y a des enjeux qui posent, par exemple, il y a eu un référendum, une votation, si je me rappelle bien, sur la circulation des travailleurs, etc., qui mettait en cause directement les conditions du traité d'association de la Suisse avec l'Union européenne. Et donc, on était là quelque chose c'était un séisme. Et d'ailleurs, au témoin d'un doute, ce que vous connaissez évidemment, cher Richard, beaucoup mieux ces choses que moi, mais le gouvernement a soigneusement contourné la difficulté. C'est exact. Et comme il l'a fait d'ailleurs pour les avions. Alors, je ferai trois remarques sur le système. D'abord, je suis très gêné par le caractère de vote bloqué. Je veux dire que identifier la démocratie à un choix entre deux mots de 3 lettres, oui ou non, c'est-à-dire on engouffre des projets, et ceux qui viennent d'être rappelés sont extrêmement complexes, dans une réponse manichéenne qui est, à mon avis, totalement absurde. La question que vous avez posée sur les dividendes, sur le travail, c'est une question très intéressante. C'est la matière même d'un débat parlementaire qui devrait être très riche, parce que tous les éléments sont solidaires. Vous ne pouvez pas toucher l'un sans atteindre l'ensemble. Et donc, vous avez besoin vous ne pouvez pas dire toute chose étant égale par ailleurs. Vous êtes obligé d'aborder cette affaire et vous vendez à l'opinion publique une espèce d'obligation de choisir un système ou un autre alors, soit vous êtes dans l'abstraction. Par exemple, est-ce que vous êtes pour la proportionnelle ? Il y a mille possibilités de faire de la proportionnelle ou du majoritaire. Et là, non seulement le diable, mais le bon Dieu aussi est dans les détails. Donc là, vous êtes... Et c'est pourquoi je crois à l'intérêt fondamental du débat parlementaire. La deuxième remarque que je fais, c'est que dans cette affaire-là, le référendum divise. Le référendum, c'est, je dirais pas Hegel, mais Victor Cousin en tout cas, c'est la thèse, l'antithèse, sans la synthèse. Et vous êtes donc dans des situations qui sont des situations de blocage, et d'autant plus fortes que vous mobilisez l'opinion nationale, que donc les gens s'échauffent, ils ont raison de s'échauffer, la France, notamment les Français, ont la passion politique, et ils se retrouvent à partir du moment où il n'y a pas une majorité claire, mais un équilibre dans une situation impossible. L'exemple le plus parfait actuel que nous vivons, c'est celui de la Nouvelle-Calédonie, où vous avez 2 entités à peu près égales, qui sont confrontées, et ça débouche sur une guerre civile. Donc, c'est pas la bonne solution. D'une façon générale, je pense que la démocratie, ce n'est pas le pouvoir de la majorité. La démocratie, c'est le pouvoir de la majorité plus le respect de la minorité. C'est-à-dire, et toute la mécanique parlementaire est faite pour permettre cela. L'absence de vote bloqué, les échéances, le bicamérisme, tout un ensemble de choses qui obligent les différents pouvoirs publics à prendre en compte le maximum de ce qui peut être pris en compte de ceux qui ne sont pas d'accord avec vous pour leur permettre d'accepter ce système. Donc je crois que nous avons un besoin profond de consensus et que le référendum est une machine à fabriquer du dissensus. Si bien que, et je reviens sur votre analyse sur le passé de la Ve République, je crois qu'il faut distinguer les référendums du général de Gaulle et ceux qui ont suivi. Les grands référendums du général de Gaulle, ça a été les référendums sur l'Algérie et le référendum de 1962 sur l'adoption du suffrage universel pour élire le président de la République. Sur le second, c'était assez clair. C'était une demande, c'était offrir au peuple la possibilité de se saisir d'un pouvoir qui ne lui appartenait pas. Donc là, il y avait une réappropriation par le peuple de quelque chose dont on pouvait considérer, comme avait dit Paul Reynaud, montrant l'Assemblée nationale,
la France est ici, avait-il dit à l'Assemblée nationale, et De Gaulle et Pompidou répondaient non, la France, elle est autour des urnes du référendum. Et là, il y avait un appel à un autre pouvoir. C'était assez cohérent, et ça a fait une assez large majorité, parce que c'était 60%, un peu plus de 60%, quand on voit les éléments structurellement anti-gaullistes de la société, ça voulait dire qu'il y avait quand même, sur la réforme elle-même, que je n'approuve pas d'ailleurs rétrospectivement, mais c'est un autre problème. Mais enfin, elle est de toute façon, elle est non, pas du tout. Elle est pas du tout. Elle est, je crois je ne crois pas à la dualité de l'élection. Enfin, c'est un autre problème. Oui, mais j'allais le dire. En tout cas, c'est ça. Le second exemple, et là, il est très très intéressant, c'est l'Algérie. L'Algérie, c'est quoi les référendums d'Algérie ? C'est la solennisation d'un accord qui était très largement acquis dans l'opinion publique, mais qui gagnait à être exprimé et porté par le peuple entier. C'était donc pas un référendum conflictuel, même si on s'opposait à une fraction qui ne voulait pas de l'autodétermination. C'était l'expression d'un très grand consensus du pays, et un consensus transpartisan. En réalité, en termes politiques, c'était la concrétisation de l'accord entre les gaullistes et le Parti communiste, qui ne pouvait pas s'exprimer dans les cadres ordinaires. Donc là, en revanche, les autres référendums, soit c'est considéré comme relativement insignifiant, c'est comme par exemple l'adhésion, à tort d'ailleurs, mais c'est trop technique, c'est trop lointain, comme l'adhésion du Royaume-Uni par Pompidou au marché commun, soit ce sont alors les référendums européens. C'est très intéressant. Le référendum, par exemple, prenons le référendum constitutionnel. J'ai voté oui, mais j'ai voté avec prudence. J'ai voté non ou non, en réalité, en votant oui, parce que je n'étais pas convaincu par le texte lui-même. Mais ça voulait dire quoi ? Quelle était la portée de ce référendum ? Qui a compris quelle était la portée ? En réalité, tel qu'il était posé, et c'était un référendum qui le non conduisait à plébisciter, pas à plébisciter, à approuver, à réapprouver le traité de Rome, le traité, l'acte unique européen, le traité de Maastricht et le traité de Nice. Qui, parmi ceux qui ont voté non, ont eu le sentiment qu'ils votaient pour le traité de Rome? Or, c'était ça, la portée juridique. Et en revanche, les partisans du non avaient dit « ça ne veut surtout pas dire que nous voulons sortir de l'Union européenne ». Donc, on est dans un système qui n'avait pas de portée. La dernière remarque, c'est le lien avec celui qui pose la question. Moi, je crois qu'il est fondé. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit à l'instant. Pourquoi ? Parce que j'ai de la loi, du traité, du budget, la même idée que celle que René Capitan se faisait de cela, c'est-à-dire que le projet, la formation, l'initiative législative, l'initiative diplomatique qui est la signature du traité, l'initiative budgétaire qui est la proposition de projet de loi de finances, c'est consubstantiel à la législation et c'est consubstantiel à ce qui est fondamental pour un gouvernement. Soit vous proposez des choses dérisoires, sans importance, le minaret en plus ou en moins, soit vous proposez des choses qui sont au cœur des choix gouvernementaux et un gouvernement ne peut pas continuer son travail si sa politique est énucléée en profondeur. Donc je crois que là, il y a une responsabilité profonde, ce qui d'ailleurs me conduit, on y reviendra tout à l'heure, à une certaine méfiance à l'égard du référendum d'initiative populaire. Alain Fauché. Je crois qu'on peut continuer à défendre le référendum en intégrant les objections ou les remarques de Jean-Louis Boulan. Je n'aurais pas la prétention de faire une synthèse, mais on peut intégrer, et notamment la remarque qui me semble tout à fait fondée, sur la nécessité de prendre la complexité des problèmes et donc d'avoir une discussion, une délibération préalable à l'arbitrage final. Mais ça, me semble-t-il, c'est pas du tout incompatible avec le référendum. Et on peut réancrer la tradition référendaire, ou disons le référendum, dans la tradition française, parce que nous sommes un peuple, je pense que c'est encore vrai, éminemment politique.
Et l'un des symptômes que j'utiliserai pour défendre ça, c'est ce qui s'est passé après les Gilets jaunes. On est le seul peuple du monde qui, pour se sortir d'une crise sociale, organisons un débat politique à l'échelle nationale sur l'ensemble des territoires. Et le pire ou le mieux, j'en sais rien, c'est qu'il n'en sort rien à la fin, mais le débat lui-même a permis de calmer la crise et de donner le sentiment de réappropriation. Et là où j'en viens, c'est que... Non, je crois pas. Ou en tout cas, admettons que ça a été une entourloupe, on pourrait faire en sorte que ça ne le soit pas si justement les référendums étaient précédés de grands débats. S'il y avait l'annonce d'un référendum, je sais pas, dans 6 mois ou dans 1 an, sur tel ou tel thème, reprenons le travail, et que dans l'ensemble des territoires en France, étaient organisées des discussions sur les différentes options, pourquoi le travail ne paye plus, quelles sont les différentes manières de financer la protection sociale, quelles sont les différentes manières de faire en sorte que le travail paye à nouveau, que les parlementaires, les partenaires sociaux, les associations participaient à ces débats-là, que le Parlement lui-même permettait à chaque groupe de présenter ses propositions et que ensuite, à la fin, le projet de loi qui soit soumis à la population soit une synthèse assumée par le Parlement ou par le président de l'ensemble des débats qui ont eu lieu sur le territoire. Je pense qu'on pourrait combiner la délibération et à la fin la question de l'arbitrage. Parce que même au Parlement, à la fin, c'est un arbitrage. Vous votez pour ou contre un projet de loi qui est une synthèse de la délibération. Vous votez d'innombrables amendements. Oui, mais les amendements... Si votre livre pouvait se réduire à une seule phrase... il ferait matière à référendum. Mais grâce au ciel, il est suffisamment riche, suffisamment nuancé, suffisamment intelligent pour être irréductible à cette formulation simpliste. Je vous en remercie, mais je pense que les nuances et les complexités que j'essaie quand même de rendre pédagogiques dans le livre, elles pourraient être intégrées dans un projet de loi auquel on dirait quand même oui à la fin, oui ou non. Richard Verly. Après amendement. Peut-être d'abord, pour compléter le portrait que j'ai fait tout à l'heure, les modalités helvétiques, parce qu'elles peuvent nourrir notre réflexion. Et donc, je voudrais lire les 2 articles de la Constitution, c'est assez court, qui distinguent les 2 types de référendums, qui sont les référendums en Suisse obligatoires et les référendums facultatifs. Alors, je lis. Les actes soumis au référendum obligatoire sont automatiquement soumis au vote populaire. Il s'agit de décisions que le Parlement estime nécessaire de faire parvenir à la connaissance et au vote du peuple. Le référendum facultatif peut être demandé par 50 000 citoyens ou par 8 cantons. Donc, il y a une période de collecte de signatures pendant 100 jours. Voilà, je voulais juste répéter les modalités parce que d'abord, cette nuance entre référendum obligatoire et référendum facultatif, elle est importante. Au fond, le référendum obligatoire, c'est ce qu'on pourrait appeler la fonction de contrôle. Voilà, on laisse au peuple la possibilité de contrôler l'action du gouvernement et du Parlement. Or, il me semble qu'en France, il y a un besoin que le contrôle s'exerce. Il me semble que la population veut contrôler le gouvernement. Peut-être, cher Jean-Louis, est-ce un problème? Peut-être que le Parlement en France ne joue pas suffisamment cette fonction de contrôle. Absolument. Ça, voilà. Je souscris à 100%. Voilà. Deuxième élément, le référendum facultatif, c'est-à-dire que le peuple se saisit d'un sujet. Alors, on peut lui suggérer ce sujet, parce que la plupart du temps, les référendums facultatifs, c'est-à-dire ceux qui résultent d'une campagne référendaire, ils ont été suggérés par des parlementaires, pour dire les choses, ou par des responsables politiques. Il y aura bientôt en Suisse un référendum sur la neutralité, pour réaffirmer la neutralité helvétique dans le contexte de la guerre en Ukraine et des polémiques qu'il y a eu dans le pays liées à l'accord donné par le Conseil fédéral aux sanctions de l'Union européenne. Il est évident que ça a été instigé par des personnalités politiques. Voilà, donc d'un côté la fonction de contrôle, de l'autre la possibilité pour le peuple de se saisir de sujets. Maintenant, je voudrais insister sur 2 points. Il est vrai, et Jean-Louis Bourlange a parfaitement raison, que la spécificité du système suisse, c'est que la synthèse, elle est fournie par la concordance du gouvernement. La concordance du gouvernement fédéral, le fait que tous les principaux partis travaillent ensemble, c'est la synthèse. Et c'est vrai que ça permet, en quelque sorte, à cette alchimie référendaire de fonctionner. Vous savez que même si vous prenez une décision
dramatiques pour l'avenir politique de la Suisse. Je prends l'exemple du référendum de 1992 qui a barré l'entrée de la Suisse dans l'espace économique européen. À l'époque, il s'agissait de cela. Ça a donc induit un cheminement de la Suisse parallèle à l'Union européenne qui a été compliqué, mais les Suisses qui ont voté contre l'espace économique européen avaient aussi l'assurance que leur gouvernement, que la synthèse aurait lieu et que le gouvernement trouverait ensemble des solutions pour adapter. Puis le deuxième remarque que je voulais faire, c'est sur la pédagogie. Vous savez, quand vous êtes électeur suisse, vous recevez avant chaque vocation un petit livret où sur chacun des sujets, je l'ai déjà dit, de communal à fédéral, vous avez à la fois la position du gouvernement, de l'autorité, gouvernement lorsqu'il s'agit d'un sujet fédéral, municipalité lorsqu'il s'agit d'un sujet local, et la position des opposants, de ceux qui défendent la position inverse. Ça ne fait pas plus d'une page. Les deux parties ont l'obligation d'expliciter leur position en une page. Eh bien, je pense qu'en France, si on exigeait cela, ça ferait beaucoup de bien, parce qu'une page, les gens peuvent comprendre. Et quand même, cher Jean-Louis, le référendum, même s'il peut avoir des résultats déconcertants, il est assez bon pour l'intelligence populaire. Il est assez bon pour forcer les citoyens à se saisir de sujets et à en comprendre la complexité. Et moi, je fais partie de ceux qui, sur pas mal de plateaux télévision, ont toujours dit, par exemple, que l'âge de la retraite, 64 ans, pourrait très bien en France être soumis à référendum. Français, êtes-vous prêts ou non, compte tenu des paramètres, à accepter de partir à 64 ans? Peut-être que ce serait là le moment, enfin, d'éducation populaire indispensable pour faire progresser le débat sur les retraites. Raphaël Daure. Oui, non, je suis tout à fait d'accord, et je pense qu'il y a même un cercle vicieux dans la pratique ou la non-pratique du référendum, qui est que si on en fait un tous les 50 ans, évidemment, le moment où ça arrive, ça devient un événement totalement dramatique, où celui qui le propose en fait quelque chose d'absolument personnel, et où les gens vont se prononcer de manière passionnée. Et c'est pour ça que la pratique helvétique est particulièrement intéressante, c'est que c'est régulier. Et plus c'est régulier, plus on s'habitue à la culture du référendum. Et je suis d'accord avec Jean-Louis Bourlanges pour dire que comme le rappelait le général de Gaulle et Solon, les constitutions doivent s'adapter au peuple, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les faire évoluer. Donc, et d'ailleurs, le général de Gaulle lui-même a créé un régime qui aurait pu être considéré comme étant tout à fait étranger aux pratiques précisément parlementaires de la France depuis la Troisième République. Donc, je pense qu'on peut évoluer. C'est pour ça que je ne proposerais pas d'adopter en France un régime aussi direct que la Suisse, dans le sens où je pense qu'on n'est pas encore dans l'état de pouvoir faire justement des référendums d'initiative citoyenne ou des motions de destitution, enfin des choses qui existent dans d'autres démocraties directes, et que la forme du référendum telle qu'elle est dans la Constitution aujourd'hui peut être un peu amendée, en étant un peu assouplie, et aussi en donnant un peu plus de contrôle aux parlementaires sur le déclenchement du référendum me paraîtrait intéressant. Il y a dans l'article 11, le président peut décider de soumettre à référendum un projet, une proposition de loi. C'est sur proposition du gouvernement ou des deux assemblées d'ailleurs, ce qui n'a jamais été fait à ma connaissance. Mais je pense que ce serait assez sain que justement les parlementaires, après délibération, et c'est là où je trouve que le régime mixte s'y prêterait assez bien, pourraient eux-mêmes proposer des référendums à soumettre aux Français. Après une discussion au sein justement des assemblées qui permettrait de déterminer la meilleure question, en réalité la meilleure proposition de loi à leur soumettre, parce que les deux vont ensemble en réalité. Et pour ce qui est de la complexité, je pense que précisément ce travail-là d'essayer de déterminer le meilleur projet, la meilleure proposition de loi à faire trancher par les Français est un travail de pédagogie et de lisibilité qui manque peut-être aujourd'hui, où on n'a pas cette contrainte ou cette exigence de devoir l'expliquer immédiatement devant les citoyens. Et par ailleurs, je pense qu'en termes de complexité, quand on élit un président de la République, une personne, ou un député d'ailleurs, on se prononce en fait sur une question qui est beaucoup plus complexe que n'importe quel projet de loi, puisqu'on prononce sur toutes les questions à la fois, en même temps. Quand on élit Emmanuel Macron, en fait, on décide d'élire tout un ensemble de choix, dont on n'est pas forcément d'ailleurs ni conscient, ni d'accord avec eux, et je ne suis pas sûr que ce soit beaucoup plus rationnel que de voter, après un débat qui aurait été argumenté pendant plusieurs mois, sur une question en particulier, même si elle est complexe. Jean-Louis Bourlanges. Oui, sur les 64 ans, ça me paraît tout à fait significatif. Le problème des retraites ne peut pas se limiter
à la question de l'âge de départ. D'abord, est-ce qu'il faut un âge de départ ou est-ce qu'il faut calculer une durée? Tout ça, c'est un nombre d'années de travail. D'autre part, est-ce qu'il faut une réforme par capitalisation ou par répartition? Qu'est-ce qu'on fait pour aider les seniors à trouver un emploi si on veut les maintenir au travail? Il y a un ensemble de questions qui se posent qui ne peuvent pas se réduire à la simplicité binaire d'un choix pour ou contre 60. C'est ça la richesse du travail parlementaire et le fait qu'il y a une spécialisation des parlementaires qui n'est pas une spécialisation due à leur travail, au fait qu'ils ont fait l'ENA, Polytechnique ou je ne sais quoi, mais qui est due simplement au fait qu'ils se concentrent. Moi, je vois les députés communistes qui ne sont pas forcément les plus diplômés, ce sont très souvent les plus sérieux, ceux qui analysent de façon la plus approfondie les domaines dont ils sont la charge, ils ont une bonne répartition du travail au sein de l'Assemblée, et on a un débat articulé. Le vote bloqué ab initio, parce que c'est le vote final d'un projet de loi, c'est après une procédure extrêmement longue, élaborée, d'amendements, avec le souci d'aboutir. Deuxièmement, je pense que il y a quelque chose qui est, à mon avis, qui est à la base du problème fondamental de la démocratie, qui est le rôle qu'on donne à la majorité. Je pense que Rousseau dit très clairement que la majorité, c'est pas bien. Il faudrait trouver autre chose. Alors, moi, j'adore Rousseau, je suis assez critique de beaucoup de choses, notamment du principe de volonté générale, que je trouve extrêmement... Lui-même, à la fin de sa vie, disait la volonté générale, ceux qui comprennent ce que c'est ont plus d'entendement que moi. Je suis trop vieux pour recommencer. Mais de toute manière, Rousseau est très intelligent. Et ce qu'il faut, on est obligé de dire que ceux qui ont un peu plus de voix que ceux qui en ont moins, on doit partir de ça. Mais en même temps, il sent bien toute l'imperfection de ce système et le non-rapport entre le pouvoir majoritaire et cette prétendue volonté générale. Ce sont deux choses qui ne s'accordent pas bien. Si bien que tous les mécanismes doivent être développés pour chercher l'accord des autres. Et je trouve que là, ce qui est intéressant dans la revendication référendaire, c'est qu'en réalité, ça repose sur une conscience de plus en plus aiguë de nos concitoyens le caractère insupportable d'une loi qui leur est imposée. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, avec l'effondrement du Parti communiste, des églises, des partis, des syndicats, etc., l'individualisme croissant, il y a quelque part l'idée, la seule loi légitime, c'est celle que j'accepte. C'est celle que j'accepte, c'est moi le souverain. Alors le référendum s'engouffre là-dedans, comme le tirage au sort. Or, c'est pas du tout adapté. Je pense que la délibération parlementaire et l'utilisation du Parlement, comme par exemple le fait assez bien le Parlement européen, comme instrument de concertation avec la société civile. Tous les problèmes qu'on a sur la fin de vie, sur l'âge de la retraite, on pourrait faire une commission spéciale au sein de l'Assemblée nationale qui, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, recevrait tout le monde, discuterait avec tout le monde. Et on peut très bien ouvrir la délibération au sein de Jean-Louis, pardonnez-moi de vous interrompre, mais prenons ce sujet des retraites qui est dans l'actualité. Est-ce que la question très simple qui serait posée aux Français de dire « vous partiez à 62 ans », désormais nous vous proposons, le gouvernement propose de reporter l'âge à 65 ans pour des raisons. C'est un débat de société, c'est quand même une assez bonne question, ça serait quand même un formidable point de départ. Imaginez, osez imaginer, parce que je crois que vous ne l'imaginez pas, que les Français disent oui. Je voulais juste revenir rapidement sur la question des retraites. Je ne trouve pas que justement le débat parlementaire, depuis les 40 dernières années, ait fait beaucoup avancer les choses, ni trouvé des solutions particulièrement pertinentes et efficaces. Et c'est précisément la raison pour laquelle on en vient à se dire qu'il faudrait peut-être trancher la question. C'est l'avantage du référendum, certes il divise, mais il tranche aussi. Et peut-être, tout à l'heure, l'exemple de l'Algérie était un bon exemple. 80% des Français étaient hostiles, c'est tout. Donc là, le référendum aurait été négatif. Mais c'est pas sûr, parce qu'il y aurait eu un débat national qui aurait été vraiment ouvert. Et typiquement, l'exemple de l'Algérie était un sujet que le débat parlementaire n'a pas su, et même il n'a tellement pas su le résoudre que ça a fait tomber le régime dans lequel il s'organisait. Et c'est le référendum qui a permis au général de Gaulle de le trancher. En plus de la
stature du général de Gaulle, on est bien d'accord. C'est surtout la ruse constitutive d'un gouvernement qui était porté par ceux qui voulaient l'Algérie française et qui a refusé de s'engager sur l'Algérie française. C'est quand même un triomphe de la ruse machiavélienne plutôt que du pouvoir démocratique. Mais l'outil final était le référendum. Alors, dernière question, la question du référendum d'initiative populaire. Et là, vraiment, c'est une question à laquelle je vous demande de répondre presque comme on répond à la question d'un référendum, c'est-à-dire par oui ou par non, ou en tout cas avec un... Richard rappelait que les partis doivent donner en une page les raisons pour lesquelles ils prônent ceci ou ils prônent cela. Là, je vous le demande de le faire en 1 minute. Et c'est un exploit que vous allez voir, comme dans les cirques en général. Il y a un roulement de tambour avant. Jean-Louis Bourlange, en 1 minute, va vous dire ce qu'il pense du référendum d'initiative populaire. La question s'est posée au sein du comité Balladur, dont je faisais partie, de savoir, et on a estimé que, et ça je crois que c'est tout à fait juste, la loi qui a mis ça en forme a dénaturé l'article constitutionnel tel que nous le voyons. On a estimé qu'il était, le référendum d'initiative populaire était légitime pour obliger l'Assemblée à se prononcer sur une question qu'elle aurait eu tendance à éluder. Le peuple voulait se saisir d'un problème, voudrait, dans sa majorité, se saisir d'un problème, pour des raisons X ou Y, l'Assemblée répugne, et on propose l'initiative populaire, et à ce moment-là, soit le Parlement s'en saisit, et le débat parlementaire prend sa place, soit il ne s'en saisit pas, et on va jusqu'au bout du référendum. Ça me paraissait la meilleure façon de combiner la démocratie directe et la démocratie représentative. Mais au-delà de ça, je crois qu'il faut bien voir que l'initiative, c'est-à-dire la fabrication du texte qui sera soumis au référendum, c'est une partie, ça je réfère vraiment aux œuvres de René Capitan, c'est une partie essentielle de l'acte législatif. Or, le référendum d'initiative populaire, tel qu'il est organisé, ça donne le monopole de l'opposition, le monopole à l'opposition, parce que sinon, c'est le président, le gouvernement qui le font, et là, c'est donc un mode d'interruption, de mise en cause de la continuité de l'action gouvernementale, et ça, je suis très, très réservé. Antoine Fouché. Je trouve que c'est un bon exemple d'une innovation qu'on pourrait porter qui permettrait de combiner démocratie délibérative ou représentative et référendum. Parce qu'on pourrait imaginer que le RIC, alors il faut des seuils, évidemment, un certain nombre d'électeurs, d'inscrits qui est minimum, et puis représentatif, établi peut-être sur l'ensemble du territoire, voilà, pour s'assurer de la légitimité, de la représentativité de ceux qui proposent ça. Mais une fois que cette représentativité est établie, ce pourrait être une question ou un thème qui serait effectivement ensuite transmis au Parlement, avec obligation pour le Parlement de s'en saisir, et c'est le Parlement qui ferait tout ce travail de délibération, qui affinerait les questions, qui prendrait en compte l'ensemble de la complexité, et qui retournerait ensuite devant la population avec un projet de loi, conformément à l'article 11, qui serait soumis aux électeurs. Et donc, on pourrait combiner les deux de façon à ce qu'il y ait vraiment ce besoin, je pense, absolu de participation davantage et de prendre en main et de responsabilisation des personnes par un vote direct. À la fin, c'est moi qui choisis avec mon bulletin de vote, sans escamoter la complexité qui serait pris en charge par l'Assemblée, le débat parlementaire, et encore une fois, par des allers-retours aussi qui pourraient avoir grâce à un grand débat entre l'Assemblée ou le Parlement en général et l'ensemble des discussions qui pourraient être organisées sur le territoire. Raphaël Dohan. Je suis pas défavorable en théorie, mais les conditions pratiques sont particulièrement difficiles à réunir. En Suisse, il y a un bon modèle où ça fonctionne bien. En Californie, par exemple, c'est un anti-modèle parce qu'il y a tout un marché de la collecte de signatures. On peut vraiment faire acheter des signatures pour déclencher des référendums d'initiative citoyenne et ça devient rapidement chaotique. Alors qu'il y a d'autres États américains ou donc la Suisse où les règles sont mieux faites, mais ça demande aussi une forme de culture propre. Et c'est pour ça que je privilégierais à court terme, d'élargir donc, le champ actuel du référendum tel qu'on le connaît dans la Constitution, et 2, de faire un référendum d'initiative parlementaire, tout simplement, de permettre, par exemple, à un tiers des parlementaires de pouvoir, pourquoi pas une fois par an, soumettre un projet de référendum. Richard Verly. Oui. Vous m'avez demandé une réponse courte. Référendum d'initiative populaire, la réponse est oui. Merci beaucoup. Ça fait partir le gouvernement.
Si c'est un projet sérieux qui contrarie fondamentalement l'orientation du gouvernement, c'est d'ailleurs comme ça que les fils conçoivent, c'est un pouvoir de censure du gouvernement. Non, mais d'abord, j'imagine que pour que le référendum référendum non helvétique d'initiative populaire, s'il devait être mis en place d'une manière plus concluante, il pourrait être assorti de conditions, et l'une des conditions pourrait être, là on est dans le conditionnel, le fait que cela n'affecte pas l'équilibre du Parlement et le gouvernement en place. Je vous remercie. Avec sa politique. Je vous remercie. Je remercie François Citon avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré qui va en assurer le compendium, Nicolas Tourneau qui veille au site tandis qu'Olivier Magloire veille aux plateformes de financement. Je remercie Manon Boisard qui a enregistré pour l'arrière-boutique cette conversation. Je remercie Julien Neuville des Nouvelles Écoutes qui nous produisent. Je vous donne rendez-vous mercredi pour le prochain Bada et dimanche prochain pour le prochain Nouvel Esprit Public.